Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler de campagne d'amplification sociale pour les médias. J'ai le plaisir de recevoir Alfred et Stéphane de la solution Mediads. Bonjour messieurs. Salut Ronan. Bonjour. Merci beaucoup de participer à ce podcast. Je sais que c'est la rentrée, vous êtes certainement très occupés. On a 1 heure devant nous, alors on va faire vite. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Avec plaisir, je suis Stéphane Labrouche, cofondateur de Mediad. Je suis un vieux de la vieille dans l'univers du digital. Je pense que je sévis depuis 1995, passé pas mal d'années en Amérique du Nord, créé des startups et des entreprises. Ça s'appelait peut-être pas encore startup d'ailleurs. Ma vie dans le digital, quelques années passées en agence de pub, Fred et Farid, Avas, France-Angleterre. Voilà, puis Mediads depuis 2 ans avec Alfred. Moi, du Tout à fait, coup, Alfred. Alfred Cardinal, je suis expert de l'acquisition à la performance depuis plus de 10 ans. J'ai notamment un cabinet de conseil en web marketing qui accompagne essentiellement des startups post-levée de fonds et quelques grands groupes dans leur acquisition en ligne qui gèrent plus de 40 millions de budget média à l'année. J'ai eu l'idée de Mediads notamment à la base pour amplifier la performance de mes clients et pour créer des opportunités pour les marques d'aller chercher plus de retour sur investissement. Et du coup, je me suis associé avec Stéphane dans ce projet il y a 2 ans pour monter une solution innovante qui permette d'un côté aux marques d'obtenir de meilleures performances et aux médias de générer des revenus. Très clair. J'ai déjà enregistré un podcast avec Jérémy Parola de Reworld Media sur le sujet de l'amplification sociale. Ce qui me paraissait intéressant aujourd'hui, c'est d'explorer plus en profondeur, de rentrer vraiment dans le dur, dans l'amplification sociale, côté publisher, parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus de solutions, de plus en plus d'éditeurs qui l'utilisent, d'annonceurs également. On va bien entendu parler de l'amplification sociale également côté annonceur, mais plus rapidement parce que je sais que mon audience est majoritairement composée d'éditeurs. Alors pour démarrer, je vous propose de présenter Mediads, le qui, le quoi, le comment, le pourquoi, le combien, la genèse du projet. Je vous laisse démarrer. Alors, Mediad, c'est la première solution d'amplification marketing ou d'amplification social ads dédiée aux annonceurs. La première promesse, c'est ce qu'expliquait Alfred. À la base, la genèse du projet, c'était évidemment pour lui qui a la responsabilité des investissements des marques qui investissent pour faire de la croissance et de la performance. Elles investissent pas, là en l'occurrence, pour faire de la notoriété, elles investissent pour faire du retour sur investissement et créer de la valeur, de la richesse, du chiffre d'affaires. Et à la base, l'idée, c'était de dire comment on va chercher de meilleures performances. Et puis, il y a un dispositif qui émergeait, qui était celui du whitelisting avec les créateurs. Et Alfred s'est dit à ce moment-là, donc il y a un peu plus de 2 ans, il s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait pas faire ça avec les médias qui jouissent d'une notoriété souvent supérieure à celle des influenceurs dont on parle, ou en tout cas qui pourraient compléter ce type de dispositif pour des marques qui cherchent non pas un travail avec un créateur de contenu qui va créer un contenu pour eux, mais plutôt avec un média qui va apporter la caution, la notoriété, au message au message de l'annonceur, au message de la marque. Ça a donné lieu à la création de Mediad et la promesse aujourd'hui de Mediad, c'est l'optimisation du ROI des annonceurs dans le cadre de leurs investissements en social ads, dans les campagnes de paid, dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc Mediad est connecté sur les 3 grandes plateformes que sont Meta, LinkedIn et TikTok. Et on est aujourd'hui, donc on a créé Mediads en 2022. La solution a été mise en œuvre dès janvier ou février 2023 avec notre premier partenaire qui était Altis et BFM Business. En fait, le constat de départ, c'était de se rendre compte que beaucoup d'entreprises et de startups notamment, mais pas seulement, faisaient des interviews ou avaient du contenu créé par les médias, un peu comme avec les créateurs, hein, mais quelque chose d'un petit peu plus corporate, structuré.
et puis que les entreprises utilisaient ces contenus pour faire des campagnes de social ads, des campagnes sponsorisées dans LinkedIn notamment, hein, dans Meta. Et en fait, on s'est dit, mais si c'était BFM qui diffusait la campagne en question plutôt que l'entreprise, elle aurait en plus ce niveau de recommandation, de caution, qui augmenterait le taux d'attention. Dans un funnel de conversion, on a évidemment en haut le taux d'attention, enfin la qualité des assets, de la création, mais on a évidemment le taux d'attention. Plus l'audience est attentive au message qui lui est proposé, plus elle a tendance à s'engager et à cliquer, et donc potentiellement à convertir. Voilà. Donc c'est ce qui a été la genèse, le début du projet, ça a été ça. Et on a commencé à structurer et à formaliser l'offre avec nos premiers clients début 2023. Et puis on a signé notre premier partenariat avec un éditeur un petit peu important, avec Reworld en l'occurrence, donc Jérémy que tu as reçu pour te parler du social publishing en août l'année dernière, donc il y a un peu plus d'un an. Et on a commencé vraiment à déployer, à accélérer, comme on dit, à partir de septembre l'année dernière. Donc il y a pile un an. Voilà. On a valorisé au fur et à mesure la proposition, compris quels étaient les enjeux, le type de dispositif essentiel, et on a réaccéléré en allant rencontrer d'autres partenaires, parce que là en ce moment on a signé depuis avec Prisma, avec Kelleops, on est en cours de formalisation avec beaucoup d'éditeurs, avec Horizon Media, avec Webedia, avec Brut, avec Combini, et ainsi de suite. Et on aura pas mal d'annonces à faire au cours de la rentrée, d'ici la fin du mois de septembre. Voilà un petit peu pour l'historique et la promesse de départ. L'idée, c'était évidemment de constater. Alors, il se trouve que j'ai porté un projet pendant un peu plus de 3 ans qui s'appelait News. Je fais une petite digression. Le projet était j'étais associé avec un certain nombre de personnes là-dedans et accompagné stratégiquement par l'ancien directeur général l'ancien président même de Prisma, Rolf Heinz. Et le projet, c'était de proposer un abonnement unique à la presse payante. On discutait tout à l'heure des problématiques de création de revenus pour les éditeurs. L'abonnement a été pendant des années, et l'est toujours, hein, au cœur des préoccupations stratégiques des éditeurs. Et donc, pendant ces 3 ans, j'ai rencontré énormément d'éditeurs et évidemment, force était de constater qu'ils cherchaient tous des sources de revenus supplémentaires. Et puis de l'autre côté, on avait un environnement publicitaire où on voyait les revenus filer vers les réseaux sociaux. On voyait alors il y a une certaine perte de trafic et d'audience et d'inventaire publicitaire pour les éditeurs de façon un peu globale. Donc des pertes de revenus. Je pense que Jérémy en a largement parlé, il l'a évoqué, il évoque souvent les problématiques de l'open web. Et donc, évidemment, on s'est dit qu'il y avait peut-être 2 mondes à faire se parler. Il y a plus de 3 milliards d'euros qui sont investis en France en social ads, 3 milliards, et 100% de ces 3 milliards échappent aux médias. C'est 100% d'investissements qui sont évidemment captés par les plateformes sociales. Et donc, l'idée, c'était de se dire, les médias ont un truc à jouer dans ce cadre, puisqu'elles ont une notoriété qui va largement au-delà de leurs audiences. Je donne souvent cet exemple, hein, quand on discute avec des marques ou même avec des médias. Je pense que tout le monde connaît le journal L'Humanité. Qui a lu L'Humanité récemment? Voilà. Et pourtant, on connaît tous l'Humanité. Et le fait de faire porter un message, en l'occurrence publicitaire, par la notoriété d'un média, qu'on le lise ou pas, apporte une attention particulière, crée une attention particulière sur un message, et hop, on rentre dans un funnel dans lequel on a fait rentrer beaucoup plus de monde, et donc ça crée de la surperformance.
qu'on appelle l'uplift sur le ROI. Voilà. Et donc, on a été rencontrer les médias, en l'occurrence pour nous, janvier 2023, Altis, BFM, en leur disant, on va proposer via notre techno propriétaire aux marques d'utiliser, de faire diffuser leur message publicitaire par vos comptes sur les réseaux sociaux, en dark, comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas diffusé sur les audiences sociales. Et ce faisant, on va vous rémunérer. Nous, on va demander aux marques de payer une sorte de prime à la notoriété, sous forme de commission sur le budget investi en amplification. Et on va partager ce revenu avec vous. Et ces 3 milliards potentiels sur lesquels aujourd'hui vous touchez pas un copec, d'un seul coup, on va tirer un revenu de ce que vous apportez à la marque et on va vous créer un revenu net sans friction, sans dégradation de quoi que ce soit. On a créé un environnement au travers de notre techno de réassurance qui permet de sécuriser la relation entre la marque et le média. Évidemment, je rentrerai pas dans les détails techniques pour l'instant, mais on permet aux médias de valider toutes les campagnes qui sont proposées, ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, on a créé un environnement. Et surtout, l'élément essentiel et extrêmement différenciant sur le marché de Mediad, c'est qu'on a mis en avant une innovation qui permet, par rapport à ce qui existe historiquement, qui est le dark post. Alors le dark post, pour ceux qui ne le pratiqueraient pas, ça consiste à prendre le message d'un annonceur et de le faire diffuser sur son propre compte social, dans ses réseaux sociaux, quand on est un média, mais sur ses audiences et avec son pixel de tracking. Autant dire ce que certains aujourd'hui appellent le social publishing, autant dire que pour l'annonceur, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a pas grand intérêt puisque lui, il investit sur ses comptes de réseaux sociaux un certain nombre d'argent. Il investit souvent massivement, en tout cas pour nos clients. Et ce qui permet de mesurer l'efficacité de ces investissements via l'amplification, c'est l'utilisation de ces audiences. Parce que l'audience des médias, même sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les communautés sociales, n'ont, au sens d'investissement à la performance, aucun intérêt. Enfin, on le dit clairement, je le dis clairement et on le dit clairement à nos partenaires médias. Pourquoi? Parce que sur Meta, il y a 3 milliards d'abonnés. Donc la puissance des plateformes en termes d'optimisation de la performance, on n'a pas besoin d'aller chercher les audiences sociales des médias. Et donc on va permettre à l'annonceur d'utiliser ses propres audiences en reach, en paid. Elle va dire voilà, je vais cibler les gens qui ont entre tel âge et tel âge. Merci Meta avec ton algorithme de faire en sorte que tous les gens qui ont acheté puissent acheter encore et d'aller chercher de nouveaux acheteurs potentiels. Et puis surtout, la marque va pouvoir utiliser son pixel de tracking. Ce qui fait qu'on est dans un environnement de lisibilité et de transparence absolue et unique. C'est-à-dire qu'on permet à la marque, et c'est le cas pour nos clients, on a des clients qui investissent pas loin d'1 million d'euros par mois en social ads, d'avoir une visibilité transparente et absolue sur la performance de l'amplification. C'est-à-dire qu'elles vont avoir une campagne avec une créa, elles prennent cette même campagne, cette même créa qu'elles font amplifier via nos partenaires médias, et d'un seul coup, leur ROAS, leur ROI augmente de façon extrêmement sensible. Voilà. Donc, notre promesse, c'est l'optimisation du ROI des annonceurs grâce aux partenariats créés avec des médias qui vont mettre au service des annonceurs la notoriété de leur marque média pour optimiser le ROI en question. Et puis à l'intérieur, on a créé un environnement, une techno propriétaire, ce qu'on appelle l'innovation Mediad, l'audience de l'annonceur, le pixel de l'annonceur. Voilà. Ce qui est en l'occurrence l'élément, le levier absolu d'optimisation maximum du ROI en question. Sinon, ça revient à acheter de l'audience chez les médias et voilà. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que notre ADN à nous, c'est pas un ADN média. Notre préoccupation à nous, au départ, c'était pas comment je fais plus de revenus parce que je suis un média.
notre préoccupation à nous et la préoccupation d'Alfred, je vais parler en son nom, c'était de dire comment on fait pour que les annonceurs qui m'ont donné leur budget, la responsabilité de leurs investissements, soient encore plus contents à la fin du mois parce que j'aurais optimisé ce revenu. Donc notre ADN, c'était un ADN d'investisseurs, de marketeurs, d'entrepreneurs qui doivent investir pour créer de la richesse, de la valeur, du revenu. Et évidemment, l'expertise d'Alfred a fait que on s'est dit, la première préoccupation, comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre des investissements en social ads traditionnels, mais globalement pour toutes les entreprises qui veulent avoir un suivi de leur performance et une lecture absolue et transparente de ce qui marche ou de ce qui marche pas, de leur funnel, leur tunnel d'attribution et compagnie, c'était de se dire, il faut que je puisse utiliser les audiences de la marque. Et absolument essentiel, il faut que je puisse utiliser le pixel de tracking de la marque. Pas le pixel, un pixel tiers placé sur un site où on va te dire ton CPM, il a fait tant, tu as fait plus de trafic. Oui, mais la marque, quand elle investit en social ads, elle rentre dans des logiques qui sont apportées par Meta notamment, où elles vont pouvoir suivre tous les KPI avec extrêmement de précision. Et le KPI absolu, c'est le ROS. J'investis 100, je dois créer 200, 300, 400, 500 de revenus avec. Voilà, c'est ça l'objectif. Et c'est dans cet esprit qu'on a créé Mediad. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Mediad, ça marche. Parce qu'on pense qu'on a créé un environnement qui a conquis les médias, qui a conquis les marques. On convertit aujourd'hui 100% de nos leads. 100%. C'est-à-dire que il n'y a pas une entreprise qui n'a pas envie de tester un dispositif et une techno qui permet d'accroître sa performance de façon sensible. Voilà. Et les clients qu'on a aujourd'hui sont nos clients depuis le début. C'est-à-dire que un client, et ça c'était l'enjeu dans la relation avec le média, c'était de dire on va pas installer Mediat pour faire des opérations spéciales. On va pas proposer aux marques un dispositif qui correspond plus à votre culture, c'est-à-dire de dire on vous vend un budget, vous allez investir 20 000, vous allez investir 10 000 ou 30 000. Non, on investit en social ads en A/B test perpétuel. Je vais commencer avec 50 euros. Si ça marche, j'investis 100 euros. Si ça marche, j'investis 150 euros et ainsi de suite. Et c'est pour ça que les clients qu'on a signés l'année dernière sont encore nos clients. Et c'est pour ça que ces clients-là apportent un revenu récurrent à nos partenaires médias. Donc, au-delà de combien ça rapporte, ce qui est important, c'est il y a 3 milliards d'euros potentiels d'investissement social ads en France. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher une part de marché la plus conséquente possible. Et ça se fait si on trouve un modèle qui permet cette récurrence. Voilà. Bon, j'ai été un peu long. C'est très clair. Merci pour cette présentation. Question au niveau techno. On a compris que vous ne souhaitez pas être une agence à gérer des OPS, etc. Ça, c'est très clair. La techno aujourd'hui, moi, je suis un annonceur ou une agence qui va gérer un budget annonceur. J'ai accès à la plateforme et je la gère moi-même, ou vous avez des gestionnaires de compte qui m'aident à mettre en place les campagnes, à les optimiser. Et quelle est votre ambition dans les prochains mois, les prochaines années? Alors, je laisserai répondre Alfred sur comment, d'un point de vue opérationnel, ça se passe. On n'est pas une agence parce qu'on ne conseille pas le client sur ce que fait d'ailleurs l'agence, l'autre activité d'Alfred qui est assez consulting. Mais aujourd'hui, on travaille, pour que ce soit très clair, on travaille avec des dizaines d'agences d'acquisition comme celle d'Alfred, qui ont des clients et qui ont besoin d'aller chercher des dispositifs nouveaux. Et ces agences interviennent toujours dans le conseil, donc dans la création, dans le conseil, dans le setup des campagnes social ads et ainsi de suite. Voilà. Donc on n'est pas une agence. Dans le monde des médias, on va nous définir éventuellement un peu comme une régie, parce qu'en fait, on vend un dispositif à un client. C'est nous qui commercialisons. Enfin, aujourd'hui pour à peu près 80%.
on commercialise directement aux clients nos dispositifs, parce qu'il faut le faire connaître. La part d'agence, ça représente à peu près 20%. Ça va augmenter très sensiblement dans les mois qui viennent. On va annoncer pas mal de partenariats avec des très grandes agences médias internationales. Mais en fait, on est d'abord une tech, on est une techno, mais qui ne vient pas, enfin qui vient s'interposer de façon un peu transparente. C'est-à-dire que les grandes agences médias qui ont des trading desks, typiquement pour entrer un peu dans le détail, quand elles font de l'achat dans Meta pour leurs clients, elles continuent à faire de l'achat traditionnellement. Nous n'intervenons que dans la mise en œuvre de la procédure d'amplification, puisque là, il y a des enjeux de connexion entre les médias avec lesquels on est connecté et les comptes des marques sur lesquels on se connecte. Mais là, évidemment, regarde des droits et des API qu'on a développés avec les plateformes, avec Meta, TikTok et LinkedIn. On a été assez loin dans le travail avec elles pour faire ouvrir certains droits et donner la possibilité de gérer. Ça a été pas mal de mois de travail. Voilà, on n'intervient pas du tout comme une agence conseil. Pas du tout, du tout. On est là pour proposer un dispositif qui va créer l'uplift sur le ROI. Alfred, peut-être que tu peux... Ouais. Pour compléter un petit peu, donc comme l'a dit Stéphane, il y a une question de connexion. Donc on va connecter les différents business managers pour justement ouvrir des accès API qui permettent d'utiliser la plateforme. Après, le setup des campagnes, il se fait directement dans les plateformes publicitaires, il se fait pas dans Mediads, parce que ça permet justement d'avoir toute la puissance de la plateforme publicitaire, que ça soit Meta, LinkedIn ou TikTok en termes de ciblage et de possibilités. Donc là-dessus, le setup, il se fait sur cette partie-là. Là où nous, on intervient, c'est évidemment sur la partie sécurité, notamment pour les médias, c'est-à-dire que les contenus, ils ne partent pas au gré de la marque à sa volonté. Il y a toujours un système de validation qui permet aux médias de valider les annonceurs, de valider les contenus qui sont diffusés en son nom, évidemment. Et ensuite, nous, on n'intervient pas comme une agence conseil média classique. On intervient sur évidemment de la partie recommandation, donc notamment recommandations liées à Mediads, donc quels médias utiliser, quelles sont les études de cas qu'on a avec tel ou tel média sur telle ou telle industrie qui peuvent être pertinentes, et du conseil aussi créa, parce que évidemment Mediads ouvre un panel de possibilités créatives qui sont propres à Mediads, que peuvent pas faire les annonceurs eux-mêmes, c'est-à-dire s'adresser à l'audience comme si on était le média. Il y a certaines créas qui fonctionnent très bien, qui sont vraiment propres à Mediads, où on va par exemple proposer la mise en avant d'articles, de brand content. Va y avoir également la possibilité de proposer des systèmes de recommandations, de promotion ou de ce genre de choses qui vont vraiment apporter du ROI supplémentaire à des marques, et aussi leur permettre de scaler, parce que ça leur permet d'avoir des dispositifs créatifs qu'ils n'avaient pas avant. Très bien. Quand tu parles de créa, est-ce qu'on peut justement en profiter là pour faire une petite pause dans l'interview et juste que tu nous dises, que soit Stéphane, soit Alfred, vous nous présentiez très concrètement ce que c'est une campagne avec un exemple d'annonceur qui existe, de médias qui existent, que vous avez mis en place, qui a bien fonctionné pour que les auditeurs vraiment aient une vision très claire d'un dispositif avec Mediads. Bien sûr. Alors, il va me laisser une petite seconde pour trouver quelques exemples. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre directement dans la librairie de Meta, par exemple, pour pouvoir mettre en avant des exemples que l'on a mis en place. D'accord. Parce que ce qui me paraît intéressant, effectivement, c'est que les auditeurs comprennent bien. Par exemple, moi, je suis un internaute, je suis sur mon Facebook, sur mon feed Facebook. Je vois une publicité qui est donc proposée, enfin gérée par le biais de Mediads. Ça va être la créa et la caution du média, par exemple media.com. Ensuite, quand je clique, je ne suis pas redirigé vers le média, je suis redirigé directement vers le site annonceur. Et c'est ça qui me paraît
très important Bien sûr. de distinguer. Ouais. Euh, donc, Mhm. en fait, comment l'internaute, est-ce que l'internaute est pas un peu dans la confusion et se dit, mais attends, là, c'était media.com et finalement, je suis redirigé vers un annonceur. Comment vous arrivez à gérer ça? Est-ce que c'est un retour que vous avez déjà eu? Alors, alors pas vraiment parce que le contenu parle de l'annonceur. Donc ça ne, l'internaute il n'est pas surpris d'être redirigé vers l'annonceur en question. Enfin, s'il a lu le D'accord. contenu, hein, s'il n'a pas lu le contenu. Donc là, on est typiquement sur un exemple hein, de créa qui est diffusé par Mediads. Donc Mhm. c'est mis en avant par du coup le média Femme Actuelle. Il faut savoir que si l'internaute il clique sur Femme Actuelle, il va être redirigé sur la page de Femme Actuelle. En D'accord. revanche, s'il va cliquer sur le call to action pour en savoir plus, bah, il va être dirigé vers l'annonceur, ce qui est pas spécialement D'accord. surprenant vu qu'en fait la créa, s'il l'a lu, évidemment ça parle de l'annonceur en question. Donc ce qui est intéressant avec cette créa, il y a différents points qui sont intéressants, c'est évidemment la mise en avant déjà par Femme Actuelle, donc on va profiter de la caution de Femme Actuelle pour promouvoir du coup un produit ou un service. Ici c'est Cats, donc Cats c'est de la pet food hein, pour les chats. Mhm. Et évidemment Femme Actuelle est intéressant parce que les clients de la pet food c'est essentiellement des femmes. Donc la recommandation hein, sur un média type que Femme Actuelle va évidemment avoir un impact important en termes de recommandation. L'autre point, c'est qu'on va profiter aussi de la crédibilité dans cette créa-là, notamment de comment on appelle ça, d'un vétérinaire qui va venir recommander hein, du coup les produits. Donc on va pas regarder la Quel est créa ton en déclic entier, en tant que vétérinaire mais qui t'a permis de créer Cats? c'est du coup mise en avant d'un vétérinaire qui parle de cats. On est sur un format qui est aussi podcast, du coup qui est très intéressant à mettre en avant via un média parce que ça peut tout à fait provenir du média qui aurait pu produire le contenu lui-même, même si là, en l'occurrence, c'est pas un brand content, ça vient directement de la marque. D'accord. Et ce qu'on voit aussi, c'est que du coup, les liens de redirection sont aussi mis en avant avec un coupon, un bon d'achat qui est lié à Femme Actuelle. Donc ici, qui est ta promo Femme Actuelle 50, etc. Donc ce qui apporte aussi un sentiment hein, de ce qu'on appelle de FOMO, où en fait l'internaute il va avoir l'impression de profiter d'une réduction qui est liée aux médias. Donc là on a du coup différents éléments d'arguments d'autorité où on va avoir le vétérinaire qui parle, on va avoir la mise en avant de Femme Actuelle, on va avoir un argument FOMO où on a l'impression qu'il y a une promotion qui est liée en avant par les médias et du coup tout un tas de choses qui vont venir renforcer la performance et le retour sur investissement de ce type de créa là. Et du coup, on est là sur quelque chose qui fonctionne très très bien. Très Mais clair. Ronan, Mhm. en fait, il faut quand même considérer que quand tu achètes du display sur le site d'un média, tu fais un peu la même chose. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que tu cibles l'audience, évidemment, mais pourquoi tu achètes l'audience d'un média? Parce que cette audience euh, est a priori attachée ou intéressée par ce qui est créé par le média en question et va considérer que le contenu ou l'information qui est proposée, y compris l'information publicitaire et marketing, euh, est valable parce que la notoriété du média rend crédible le message que le média propose dans son environnement. Donc là, on n'est plus dans l'environnement propriétaire open web traditionnel qui est proposé par les médias de façon habituelle et historique. On est dans un environnement, on est dans les réseaux sociaux, mais en fait, la démarche est la même. C'est-à-dire que le média porte un message, et comme chez Mediad, les médias, nos partenaires, valident, c'est eux qui valident qu'une campagne va être diffusée en leur nom. Il n'y a pas une campagne qui est diffusée sans qu'ils ne l'aient validée. Ils peuvent la refuser et dire, bah non, j'aimerais qu'on change le tone of voice, attention, une petite faute d'orthographe, ou je
préférerais, mais évidemment, on leur a parlé en amont et ainsi de suite, hein, donc le taux de refus, il est de moins de 1%. Mais évidemment, il y a ce travail d'optimisation qui est fait et qui se travaille au fil du temps avec nos partenaires. Mais la démarche est exactement la même que quand tu dis j'aimerais bien avoir un méga banner ou un visuel dans votre site. Pourquoi? Parce que vous avez votre caution et il n'y a pas un internaute qui va trouver étonnant que quand il clique sur la pub, il arrive sur le site de l'annonceur en question. Donc la démarche est un peu différente. On a juste déporté l'environnement, voilà, dans un environnement qui n'est plus celui du média, mais qu'il peut s'approprier grâce à sa notoriété. Et c'est là-dessus qu'on crée de la valeur. Très clair. Merci pour cette précision. C'est vrai que vu comme ça a beaucoup de sens. C'est juste, moi, j'ai posé la question parce que c'est l'une des interrogations que j'avais, parce qu'on sait qu'effectivement l'attention des internautes sur Meta n'est pas la plus élevée et la plus forte. Et effectivement, quand on lit le message, c'est très clair, il y a aucune ambiguïté. Mais parfois, je me suis dit, bah tiens, est-ce que ça peut poser peut-être, ça peut porter à confusion. Mais l'explication est très claire. Alfred, je me suis demandé si dans l'optimisation du message publicitaire, donc là on vient de voir un exemple, d'ailleurs si on pourra le mettre en description du podcast, ça serait top, ou un autre exemple pour que les internautes puissent voir et prendre le temps. Est-ce que vous avez testé la possibilité de demander aux médias de faire une vidéo pour l'annonceur? Je sais que vous avez dit que vous souhaitez pas vous transformer en agence, etc. Mais est-ce que ça renforcerait pas davantage l'aspect crédibilité, l'aspect caution? Je vois que tu souris, Stéphane. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a déjà demandé, ou au contraire, C'est ce qu'on fait. Non, mais on le fait. D'accord. On le fait déjà. Ouais. Ok. On le fait déjà, notamment avec Altis depuis longtemps, hein, sur tout ce qui est interview BFM. Et ensuite, on cherche à développer de plus en plus d'offres, justement, de création de brand contents qui vont permettre ce type de dispositif. Alors notamment avec Brut, Combini, qui savent déjà très bien faire ce type de contenu-là, mais aussi avec d'autres médias sur lesquels on peut faire de nouvelles créations de contenu ad hoc. Est-ce que vous avez constaté, est-ce que vous avez fait des tests, des A/B tests avec vidéo produite par l'annonceur? C'est l'annonceur qui parle versus vidéo produite par le média et c'est le média qui parle pour une même campagne? Oui, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui va compter le plus, c'est pas qui produit la vidéo, mais c'est le contenu de la vidéo en elle-même. Donc, en gros, si tu as une interview, par exemple, produite par BFM, si ton interview elle est nulle, ta créa elle va pas fonctionner. C'est pas parce qu'elle a été produite par BFM que ça va changer la donne. Donc en fait, l'un ou l'autre, l'impact principal sur la performance, qui est vraiment notre objectif, c'est non pas qui a produit le contenu, mais quel est l'impact du contenu en lui-même. Donc voilà, donc c'est très difficile de faire des A/B tests très clairs parce qu'il faudrait que ça soit exactement la même vidéo avec juste certaines choses qui changent, qu'il soit produit par l'un et par l'autre. Donc il n'y a pas vraiment d'A/B test clair possible parce que le contenu n'est pas le même. Donc à partir du moment où le contenu n'est pas le même, l'A/B test n'a pas vraiment de sens. Ce qui compte réellement pour la performance, c'est la qualité du contenu en termes de perf, c'est-à-dire respecter toutes les bonnes pratiques de méta, avoir un hook qui soit performant, avoir un déroulé de la vidéo qui permette à l'internaute de rester captif et d'avoir un bon taux de visionnage et in fine d'avoir un appel à l'action et une transformation, un taux de conversion qui soit bon. Très clair. Avant de passer à la mise en place et à des côtés plus donc annonceurs et publishers, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le modèle économique de Mediads? Vous parlez beaucoup de performance. Aujourd'hui, je suis un annonceur. Comment ça se met en place? Qu'est-ce que je paye? Comment je paye? Combien? Etc. Ok. Alors, quand tu es un annonceur, ce qui fait le succès de Mediads aujourd'hui, c'est évidemment
le juste accord entre le désir des médias de gagner de l'argent et l'impérative obligation pour les marques de payer le juste prix. Et le juste prix aujourd'hui qu'on a réussi à fixer après quasiment 2 ans de travail, d'expérimentation sur le marché, de collaboration avec de nombreuses marques et de nombreux partenaires médias, c'est que un annonceur, il va payer pour de l'amplification avec Mediad 15% sur le budget qu'il va investir en amplification. Donc je mets 100 euros, je mets 10 euros, 50 euros, 100 euros, 1 million d'euros, c'est 15%. Et on partage un peu plus de la moitié de ces 15% avec nos partenaires médias. Très bien. Voilà. Et il n'y a aucune différence entre un grand média national ou international et un plus petit titre, mais ultra spécialisé, à très forte valeur ajoutée, parce que en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas son audience. Le tarif, tu vois, traditionnellement chez les médias, plus t'as d'audience, plus t'as de gens qui viennent, c'est ce qu'on va te vendre, hein, on va te vendre de l'audience et puis du CPM et ainsi de suite. Nous, on travaille pas du tout là-dessus. Donc, la clé d'attribution des budgets, elle va se faire sur la puissance de la notoriété d'un média. Donc, tous les médias vont toucher la même chose. Les 15%, c'est quel que soit l'annonceur, quel que soit l'investissement, il y a pas de budget minimum pour démarrer une campagne d'amplification avec Mediad. Il n'y a pas de durée minimum, il n'y a pas d'engagement, il y a rien. On est dans l'ADN investissement à la paire social ads. Sur Meta, tu mets ta carte de crédit, tu peux mettre 5 euros, 10 euros, 20 euros. Donc, on pouvait pas changer ça. Et on partage un peu plus de la moitié. Donc, les médias, nos partenaires médias, touchent un peu plus de la moitié de ces 15%. Et puis ensuite, on facture. Il y a des frais de setup, il y a un petit abonnement qui coûte pas très cher, enfin qui est à 950 euros par mois parce que faut bien comprendre que quand une marque, et on travaille avec des marques qui investissent assez lourdement en social ads, qui ont des enjeux de rentabilité de chiffre d'affaires relativement importants. Je veux juste rappeler qu'en France, c'est 3 milliards d'euros d'investissement social ads, c'est 40 000 annonceurs. 40 000 annonceurs. Donc 40 000 clients en France à aller chercher. Alors il y a des investisseurs, il y a des annonceurs sur Meta qui mettent 1000 euros par mois, évidemment. Mais il y a des annonceurs qui mettent plusieurs millions. Donc l'enjeu, il était d'être sûr d'avoir une offre commune. Il n'y a pas besoin d'avoir fait maths pour comprendre comment va se monter le modèle. Nos partenaires médias savent exactement ce qu'ils vont toucher. Voilà. Et puis ils peuvent le suivre dans le dashboard. Hein. Il y a la liste des clients, combien ils investissent chez eux, et puis la rémunération qui va tomber. Donc ce 15%, il a été fixé pour une seule et bonne raison. D'abord parce que c'est un tarif que les marques qui ont l'habitude d'investir en social ads de façon autonome. Tu vois, quand tu veux faire une campagne télé, tu peux appeler TF1 tout seul ou la régie si tu veux, prendre ton petit téléphone avec tes petits doigts, puis leur demander de monter une campagne. Ça va être compliqué. Tu es obligé de passer par une agence, et ainsi de suite. En social ads, même quand tu es une très très grande marque et qu'investit des centaines de milliers d'euros par mois, tu peux le gérer tout seul. Ça veut pas dire que tu n'as pas une agence, mais en interne, tu as des gens qui ont cette culture bien ancrés en eux et qui sont autonomes, qui savent gérer, qui savent ce que c'est que des modèles d'attribution, qui savent comment ça marche, qui lisent, qui connaissent tout mieux que toi, mieux que nous. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il y a des enjeux tels d'investissement qu'ils sont obligés de tout savoir. Ils ont des agences pour les accompagner, pour être un interlocuteur qui va les challenger, leur proposer des choses, proposer de la créa, faire ce qu'Alfred disait tout à l'heure. Attention, ta créa, elle doit être comme ci, comme ça. Là, ça manque de rythme. Remettre en question, challenger tes choix stratégiques, ainsi de suite. Mais c'est des gens qui, quand ils investissent sur Meta, ça leur coûte ce qu'ils dépensent. Là, d'un seul coup, on vient leur dire, on va vous demander de payer une sorte de licence de marque pour utiliser un de nos partenaires médias. Et puis notre techno, et ainsi de suite. Donc, il fallait que ça soit équilibré. Et surtout, ce qu'il faut, c'est qu'il y a un juste équilibre
et Jérémy, je me souviens, en a bien parlé, entre ce que tu factures et le plift. Et le plift sur la performance, s'il est trop juste et qu'il ne fait que combler tes 15%, ça n'a aucun intérêt. Tu multiplies les partenaires, tu te retrouves avec des gens de chez Mediad qui travaillent avec toi, mais en fait, t'alimentes un feuilletage supplémentaire qui ne sert à rien. Donc, pourquoi on a fixé 15%? Parce qu'on sait que on fera jamais moins de 40 ou 50% d'augmentation sur ta performance. Ce qui fait que les 15%, quoi qu'il arrive, ils sont absorbés. Et notre promesse à nos partenaires médias, c'est la récurrence. Alors, c'est la promesse aux clients, mais pourquoi les clients n'arrêtent jamais? Parce que tu ne dis pas, tiens, j'ai un dispositif qui fait 40% de mieux que mes dispositifs traditionnels, mes prises de parole dont j'ai besoin. Il n'y a pas une marque aujourd'hui qui fait 100% d'amplification. En tant que marque, tu as besoin de prendre la parole. Mais quand tu as un dispositif qui fait 30%, 40%, 50%, 200% de performance par rapport à mes campagnes traditionnelles, t'as pas envie d'arrêter. T'as pas envie d'arrêter. Voilà. Et donc, notre promesse et notre engagement vis-à-vis des médias, nos partenaires, c'était de dire, on va pas facturer des sommes folles. On sait qu'il y a des offres qui sont en train d'arriver sur le marché où ils sont, voilà, où on va dire aux annonceurs, ça va vous coûter 30%, ça va vous coûter tant, machin. Ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on se retrouve dans ces cas-là, dans des stratégies d'opérations spéciales. On le fait une fois. On voit que la performance, elle est limitée parce qu'on a un temps d'expérience qui est trop court. Et puis surtout, on n'investit pas avec les mêmes perspectives. Puis le coût de l'amplification est beaucoup trop cher. Et donc, on fait une opération une fois. Et on la fait plus. Ou alors, on vient voir Mediads pour faire les choses un peu autrement. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, la marque, elle va payer 15%. Elle sait, en plus, hein, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles c'est important de participer à leur propre niveau, à participer à l'économie de l'information et des médias en France. Il y a des choix stratégiques qu'ils doivent faire dans leur vie parce que investir. Alors il y a beaucoup de marques qui investissent en brand content, qui investissent en publicité dans les médias, mais évidemment elles sont obligées de faire un certain nombre de choix et c'est compliqué aujourd'hui pour un e-commerçant par exemple de dire ah non je vais pas faire de social ads parce que moi je suis pour la défense de la presse libre, démocratique, ainsi de suite. Ça marche pas comme ça. Mais en revanche quand une marque sait que quand elle fait de la performance, mais qu'en plus elle participe à créer du revenu pour les médias. Honnêtement, il y a beaucoup de marques qui sont très sensibles à cette démarche, très sensibles. Et ça ne leur coûte rien, puisque évidemment la performance, la surperformance obtenue grâce à l'amplification couvre largement la commission qui a été facturée. Voilà, et ça ne fait que créer de la valeur supplémentaire. Côté annonceur, tu as indiqué que les annonceurs souhaitent et doivent prendre la parole avec leur propre marque et que donc aucun annonceur ne va switcher à un modèle 100% amplification sociale. À terme, quel est votre objectif de se dire pour la marque, l'annonceur A, il dépense aujourd'hui 100% avec sa propre marque. Demain, on va le signer, il dépense peut-être, je sais pas, je dis 5%. À terme, est-ce que vous avez un objectif de se dire, bah tiens, s'ils arrivaient, les annonceurs, à dépenser 30%, on pense que c'est un cap, on pense que c'est plus, c'est pas forcément faisable ou c'est pas forcément viable. Est-ce que vous avez des chiffres à partager là-dessus? Ouais, bien sûr. Ce qu'on voit avec les annonceurs qui sont le plus matures avec la solution, parce que en fait, comme l'a dit Stéphane, ce qui se passe quand un annonceur il arrive chez nous, c'est qu'il va tester avec sa première campagne, avec un petit budget, il va voir ce que ça donne et il va petit à petit augmenter ce budget-là. Il va non seulement augmenter ce budget-là, mais il va aussi du coup augmenter son potentiel. Son potentiel, c'est rajouter des médias supplémentaires, c'est rajouter des types de créas supplémentaires, etc. En général, voilà, ce que fait une marque qui arrive chez nous, c'est qu'elle va tester, elle va prendre un ou deux médias qu'elle estime pertinentes par rapport à son audience, elle va tester ses créas qu'elle a l'habitude d'utiliser et elle va mesurer l'uplift sur ses performances. Une fois qu'elle a considéré cet uplift et qu'elle voit que c'est intéressant,
là, elle va commencer à déployer de nouvelles stratégies. Donc, de nouvelles stratégies avec de nouvelles créas, de nouvelles stratégies avec de nouveaux médias. Et ce qu'on constate une fois que l'annonceur commence à être mature avec la solution, c'est qu'on arrive à avoir des niveaux d'investissement en amplification qui vont de 30 à 50 voire 60% de leur budget média traditionnel sur cette partie-là. C'est jusqu'à 60% des dépenses par exemple, sur du méta. Les dépenses globales sur du méta, ouais. Ouais, ça va évidemment, tant que le dispositif il est rentable, il faut évidemment garder une prise de parole qui va être conséquente. Mais tant que le dispositif il est rentable, une marque qui va déployer 4, 5 médias différents va pouvoir du coup faire grossir cette part d'investissement via l'amplification, et ça va lui permettre deux choses. Ça va lui permettre évidemment d'optimiser sa performance au global. Ça va lui permettre d'avoir des sources de scale justement qui n'étaient pas présentes avant, avec des types de créa qui sont spécifiques à Mediads. Et ça va permettre in fine de profiter de ce qu'on a nommé l'effet halo, qui est de multiplier les touchpoints auprès de son audience. C'est-à-dire que l'audience de la marque va ouvrir le social, enfin les plateformes sociales, et va voir tel média qui parle de la marque, tel autre média qui parle de la marque, etc. Et du coup de son audience, qui est son audience d'acheteurs potentiels, qui est ciblée par l'algorithme de Meta, va se dire mais en fait tout le monde parle de cette marque. Donc en fait il va multiplier les points de contact auprès de cette audience avec différents médias qui parlent de la marque en question. Et donc non seulement individuellement chacune de ces campagnes a un ROI qui est intéressant, mais en plus de ça va venir renforcer la performance des campagnes classiques de la marque. Parce que, évidemment, après avoir été touché par différents touchpoints de médias qui parlent de tel ou tel produit, une fois que l'audience l'internaute va voir une publicité qui provient de la marque elle-même, elle va être plus susceptible de convertir sur ses propres campagnes également. Donc non seulement on a des campagnes qui individuellement sont intéressantes en termes de retour sur investissement, mais aussi qui vont venir renforcer la performance des dispositifs marketing traditionnels, on va dire. Et donc, pardon Ronan, je vais rebondir parce que tout à l'heure on parlait de brand content. Et donc, cet effet halo, que pas mal de monde aime bien reprendre, c'est un élément de langage que pas mal de monde aime bien reprendre en ce moment, mais l'effet halo constaté par les clients de Mediad, ça va aussi, en fait, ce gain de notoriété apporté par le dispositif d'amplification, le gain de notoriété de la marque, évidemment a un effet sur l'ensemble de ces dispositifs et pas que en social ads. Donc quand une marque investit évidemment avec des médias dont certains sont nos partenaires en brand content, et Alfred citait tout à l'heure Combini et Brut, qui sont évidemment de façon native très créateurs de ce type de contenu, on s'aperçoit que ça donne une valeur nouvelle à ce type de dispositifs qui sont un peu des OPS. C'est-à-dire que tu vas monter dans ton mix global, tu as ton social ads, tu as tes prises de parole, réseaux sociaux sur tes communautés, puis tu as des partenariats avec les médias pour travailler ta noto, ta préférence de marque, ton storytelling, parce que l'intérêt du brand content, c'est ça, c'est raconter une histoire, ainsi de suite. La problématique, c'est qu'on revient quand tu es dans une culture de la perf. La perf, c'est ton pixel de tracking, c'est ton audience. Là, d'un seul coup, tu fais appel à l'audience d'un média que tu maîtrises pas vraiment, on te donne quelques éléments. Là, d'un seul coup, quand ton brand content est appuyé par ta notoriété qui augmente, tu viens trouver une nouvelle dimension, une nouvelle force à ton brand content. Et puis ton brand content, tu peux aussi l'amplifier par le média qui t'a créé le brand content en question. Voilà, donc on crée une sorte de cycle vertueux dans ta communication qui touche aussi ton travail sur le brand awareness et sur la noto que tu travailles avec les médias, et souvent les médias avec lesquels on est partenaire. Voilà, donc ça on est en train de travailler sur des modalités pour intensifier le partenariat avec Combini beaucoup, avec Brut aussi et avec d'autres, justement parce que ils sont en mesure de créer du contenu à forte valeur ajoutée. Tu parlais tout à l'heure de est-ce qu'une vidéo marche mieux qu'un message lambda? Alfred te disait oui, sauf qu'il faudrait faire le même
les mêmes interviews, les mêmes questions, les mêmes réponses pour savoir. On est capable sur de la créa un peu traditionnelle, hein, on le voit très très bien. C'est la première chose que les annonceurs font. Mais en revanche, on est capable de créer des cycles de communication dans lesquels on vient mettre de l'amplification et qui vient valoriser les offres des médias. C'est-à-dire que le brand content, d'un seul coup, tu peux lui donner une vie un peu plus longue, l'associer à de la performance parce que tu vas l'amplifier. Enfin, tu vois, tu peux rentrer dans quelque chose, dans une relation avec le média qui a très forte valeur ajoutée et sur le long terme. Très clair. Donc justement, côté média, donc on a pas mal parlé jusqu'à maintenant des côtés annonceurs, combien ils sont prêts à dépenser avec cette solution. Côté média, j'imagine que vous avez été accueillis quand même avec pas mal d'enthousiasme et d'espoir aussi peut-être, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de médias qui tirent un peu la gueule en ce moment. Niveau revenus, c'est pas simple, quoi, avec également des baisses d'audience, etc. Enfin, le contexte est quand même compliqué. Combien il peut espérer gagner un média? Alors, question très large, peut-être vous souhaitez la définir plus précisément pour donner à l'audience un ordre d'idée. Est-ce que c'est vraiment un revenu, c'est un nice to have et ok, c'est un petit complément de revenu, ou est-ce que Mediads, ça peut vraiment déclencher une ligne de revenus à part entière sur laquelle le média peut-être a besoin de mettre plus de ressources, une personne dédiée pour, je sais pas, pour mieux gérer ses dispositifs. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision à ce niveau-là? Euh, alors, c'est un nice to have un peu au début. Enfin, soyons très clairs, parce que en fait, quand tu rentres une nouvelle marque média, que ce soit une marque média d'un grand groupe ou que ce soit la marque média d'un éditeur qui n'a que cette marque média, Clubic, tu vois, par exemple, on a signé avec Clubic cet été. On a commencé des campagnes, évidemment, ainsi de suite. Mais c'est sûr qu'au début, comme c'est nous qui commercialisons encore aujourd'hui la grande majorité des dispositifs qu'on va chercher les marques, et qu'aujourd'hui elles viennent nous voir, mais évidemment, il faut le temps d'aller chercher. Tu vois, quand tu rentres, on essaye d'adresser toutes les verticales affinitaires possibles. On a démarré beaucoup avec tout ce qui était cosmétique, avec des e-commerçants très spécialisés, des DNVB et ainsi de suite, des grosses DNVB, hein, tu vois, ou même des Kabaya et ainsi de suite. C'est des boîtes qui font 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui ont des enjeux de performance extrêmement importants. Euh, et évidemment, quand d'un seul coup tu rentres un nouveau partenaire qui adresse une verticale très particulière, il faut le temps que la machine se mette en route. Bon, ceci étant, ça ne coûte rien au partenaire média. Ça coûte un petit peu de temps quand tu lui envoies une campagne, tu vois, le temps de valider, mais bon. Alors, c'est un nice to have au début, dans les premiers mois. On va dire que pour les plus grands groupes, sur 2025, on regarde les développements qui sont en cours, des partenariats avec les agences médias internationales qu'on met en place, de la façon dont, enfin, on a une croissance en ce moment qui est assez phénoménale. Ça peut représenter assez rapidement entre 200 000 et 1,5 million d'euros. Très bien. Donc c'est plus un nice to Voilà. have. Non, c'est plus un nice to have. Alors, c'est plus un nice to have. Et si on, on se met en tête euh, les 3 milliards d'investissements réalisés par les marques, quand bien même on irait chercher 5%, 6%, 7% de part de marché, c'est-à-dire amplifier entre 5 et 7% du volume investi par les annonceurs sur les réseaux sociaux. D'accord? Donc, tu prends ça multiplié par 15%, donc 5% ou 7% de 3 milliards multiplié par 15% divisé par 2, tu arrives assez facilement à une dizaine de millions distribués dans l'environnement média français. Très bien. Ok. Ça commence à faire de l'argent. Voilà. Ça commence à faire de l'argent. Alors je pense pas qu'un média puisse se dire je vais vivre avec ça. En revanche, ça fait une source de revenus extrêmement conséquente au regard de la façon dont sont en train d'évoluer les revenus publicitaires traditionnels des médias avec la chute du trafic, avec voilà. J'ai l'impression également que ça répond à une autre problématique qui est
bon, tu l'as évoqué, baisse du trafic, les budgets qui se resserrent sur l'investissement média direct. Mais finalement, pour un média, effectivement, à part la validation des campagnes et un peu comprendre comment ça fonctionne au début, il n'y a pas. Il y a, alors, vous me corrigez, hein, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'efforts, entre guillemets. Et je me dis, il y a peut-être un loup là, parce que on dit toujours qu'il n'y a pas d'argent qui tombe tout seul, mais là, pour les médias, j'ai un peu l'impression que c'est le cas. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, ça cache quoi? Ou est-ce que vraiment, pour les médias, finalement, après, c'est bon, bah, ça fonctionne et l'argent rentre en ligne de revenus indépendante et sans trop C'est de. c'est une licence de marque. Donc ça tombe tout seul parce qu'en fait, euh, encore une fois, ce qu'on utilise, c'est la valeur de la marque, c'est pas son audience. Mhm. Vraiment, hein, je tiens à insister là-dessus. On voit en un an, on a vu évoluer à la baisse souvent très largement les audiences de certains de nos partenaires médias ou des marques médias de nos partenaires. Ça n'a aucune incidence sur la performance de l'amplification. Mhm. Et pourtant, on est une ad tech dans laquelle il n'y a pas besoin d'injecter le moindre morceau de code ou de script sur leur site. Euh, Ils ne commercialisent pas. Alors, ils peuvent commercialiser. D'accord? Ils peuvent commercialiser. On a développé Mediad existe aussi en marque blanche pour les régies. Voilà. Donc, ça permet de proposer un dispositif d'amplification sur une proposition, tu vois, un petit peu plus globale. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, la part qui leur revient est augmentée, optimisée, puisqu'ils font l'effort commercial. Mais on va dire que c'est plutôt vertueux en ce sens où ils n'ont pas grand-chose à faire, si ce n'est ils reçoivent un email dans lequel on leur envoie une sorte de BAT digital. Ils ont des liens de prévisualisation de tous les formats proposés par l'annonceur. Ils valident ou ils refusent. Voilà. Et à la fin du mois, ils nous font une facture. Euh, bon, mais le travail, il a été fait en amont. Hein. Mhm. Créer une notoriété de marque, quand tu es bien placé pour le savoir, créer une notoriété de marque média, ça prend des années et des années, c'est des investissements colossaux en amont. Donc, dans cette étape-là, ils font pas grand-chose, mais ils ont fait le travail en amont pour créer cette notoriété qui va intéresser les marques et qui vont payer pour. Bien sûr. J'aimerais Voilà. juste, avant Il y a un de autre, passer à la dernière. Oui, je t'en prie, Alfred. je disais qu'il y a un autre effet vertueux hein, dont on n'a pas parlé, c'est que effectivement, ça va aussi apporter de la visibilité sociale sur des audiences qui ne sont pas les audiences du média. Donc, comme on va utiliser la marque média, donc là, on a pris l'exemple hein, plutôt avec Femme Actuelle. Donc, Femme Actuelle va diffuser un message auprès des audiences qui sont les audiences de l'annonceur. C'est-à-dire que ces gens qui vont voir le message de Femme Actuelle ne sont pas abonnés à Femme Actuelle, ne suivent pas Femme Actuelle, et c'est du coup non seulement une visibilité supplémentaire pour le média gratuite, vu qu'elle est financée par la marque, mais qui va aussi permettre de générer hein, des followers supplémentaires sur les communautés Mhm. sociales du média, qui va permettre hein, justement de faire croître aussi cette communauté-là de manière totalement sans coût pour le média en question. Et évidemment, quand il y a des dizaines, centaines de milliers d'euros qui sont investis par les marques en utilisant du coup des marques médias pour diffuser des messages, ça va avoir un impact qui est non négligeable hein, sur les communautés du média en question. Donc c'est un autre effet vertueux qui pour le coup est totalement gratuit pour le média en question. Super intéressant. Donc, pour reprendre l'exemple de Femme Actuelle et Katz, en gros, Katz va payer la diffusion. Vu que c'est lié, comme tu l'as Mhm. montré tout à l'heure, à la page Facebook de Femme Actuelle, on peut espérer que la page Facebook de Femme Actuelle va gagner des abonnés, des j'aime, C'est etc. Donc, ça. renforcer sa visibilité et son reach potentiel organique sur Facebook, ou ce qu'il en reste du moment, parce que je crois que sur Facebook, c'est pas très très simple pour les marques de faire de l'organique, les marques ou les médias. Mais ouais, c'est super intéressant. Ça permet de se faire financer en fait Sur son Facebook, organique. sur Instagram, et oui, ça permet de se faire financer sa croissance Très bien. de comptes réseaux sociaux. Pour revenir justement sur cet exemple,
Une autre question que j'ai sur le fait pour le média de parler de Cats. Donc la femme actuelle, il va parler de Cats. Est-ce que de manière organique, il est essentiel et il est obligatoire pour le média d'avoir déjà eu un article où ils ont testé Cats, où ils ont parlé de Cats ou pas du tout, où c'est vraiment ok, mais c'est une marque que je connais, j'amplifie, je donne ma caution. Est-ce Exactement. que, ouais. Est-ce que si tu achètes une bannière dans Femme Actuelle, tu as besoin que... Alors souvent, si tu le fais d'ailleurs, c'est parce que Femme Actuelle n'a jamais parlé de toi. Hmm, Est-ce que tu préférais une bannière ou est-ce que tu préférais que Femme Actuelle fasse un article sur toi en ajoutant un lien? hmm, En fait, euh, c'est pas Femme Actuelle ne fait pas un article, c'est un post, tu vois. La consistance même du contenu, comme c'est pas dans son environnement éditorial traditionnel, c'est dans les réseaux sociaux, ça correspond à un format cohérent avec une pratique à laquelle les gens sont habitués et rompus, que ce soit d'ailleurs un post, que ce soit une story, que ce soit ce que tu veux, puisqu'on utilise tous les formats proposés par toutes les plateformes avec lesquelles on travaille. Euh, c'est pas essentiel en l'occurrence. Alors, après, ça va dépendre, évidemment, hein, selon les médias, il y a plus ou moins d'encadrement de la dimension éditoriale de la publicité. Euh, et ça c'est des choses qu'on met au point avec nos partenaires dans le rapprochement partenarial pour qu'ils soient connectés dans notre plateforme. On veut comprendre le tone of voice, on veut comprendre le type d'annonceurs qui vont accepter ou refuser, et ainsi de suite. Mais en fait, encore une fois, hein, les annonceurs sont intelligents. C'est-à-dire que ils ont une culture digitale très forte, ils connaissent les médias même s'ils les lisent pas. C'est très très important, c'est qu'ils ont une vraie maîtrise. Ils sont intelligents dans la façon de manier les choses. On a vu Katz tout à l'heure avec Femme Actuelle. Katz a peut-être d'ailleurs acheté une audience masculine. hmm. Parce que Femme Actuelle est aussi connue par les hommes que par les femmes. Les hommes ne lisent peut-être pas Femme Actuelle, sauf ceux qui cherchent à comprendre les femmes, mais les hommes connaissent Femme Actuelle. La marque Femme Actuelle est connue. Donc si tu cibles les hommes qui sont aussi ceux qui achètent les produits, la pet food, il y a des chances que ça performe aussi. Et la marque peut-être fera des tests d'ailleurs sur ce type d'audience. Bon. Mais est-ce que il faut que Femme Actuelle ait parlé de la marque en amont? D'accord. Non. Si ça n'a pas l'air d'un publi rédactionnel ou d'un article, non, non, pas du tout. Donc, tu reprends effectivement le même argument finalement que quand je parlais plus tôt de la confusion, de savoir pourquoi l'internaute est redirigé vers l'annonceur et pas vers le média. Et Bien sûr. effectivement, ça a du sens si on prend ce point de vue. Très bien. Je vous propose de passer à la dernière partie du podcast. Alors, on va faire une petite sortie de route et pas forcément parler d'amplification sociale et de médias, mais vu que vous êtes toute la journée en relation avec à la fois des annonceurs et des éditeurs, j'aimerais vous questionner sur quel est qu'est-ce qui se dit là? Qu'est-ce qui se dit chez les annonceurs? Qu'est-ce qui se dit chez les éditeurs? Un peu en off, ce que vous pouvez dévoiler bien entendu, mais quelles sont les craintes, quels sont les espoirs, quelles sont les choses sur lesquelles ils sont enthousiastes? Alors peut-être démarrer côté éditeur. Qu'est-ce qu'ils vous disent les éditeurs en ce moment sur l'état du marché, Euh, les tendances? alors, on va dire que le contexte n'est pas à la fête. Voilà, on les sent. D'abord, il y a beaucoup de titres qui sont achetés. Il y a beaucoup d'initiatives de milliardaires qui veulent à leur tour créer un nouveau grand groupe et ainsi de suite. Mais bon, chacun profitant de l'histoire de l'autre. Évidemment, il y a des orientations qui sont un petit peu différentes, des stratégies différentes. Je pense que le tout abonnement tel qu'il était développé à la sortie du Covid, je pense qu'un certain nombre de médias en sont revenus. On sent qu'il y en a un certain nombre qui comprennent qu'ils ont atteint un certain plafond de verre de ce côté-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes parce que
il y a une chute assez importante du trafic liée à des choses très organiques, mais aussi à la façon dont fonctionne Google, qui avant faisait une mise à jour tous les ans ou tous les 2 ans de son algorithme. En ce moment, c'est 3 fois par mois. Donc il y a des titres qui ont investi des sommes colossales en SEO pendant des années selon des principes où on leur disait chez Google, faut faire comme ci, comme ça. Bim, 3 mois après, c'est terminé, tu perds 50% de ton trafic. Tu développes des expertises pour être dans Discover, mais Discover, c'est pareil, ça change tous les 3 mois, donc tu vas faire 10 millions de visites sur un article, le mois d'après, tu vas faire 100 visites. Donc je pense qu'il y a une sorte de flou artistique qui est un peu complexe pour arriver à définir des stratégies moyen long terme. Je pense que la problématique, elle est pas est-ce que on va continuer à faire des revenus, c'est d'où vont venir les revenus et on n'est plus capable d'établir des stratégies moyen long terme. Tu peux plus aujourd'hui. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Quand tu peux perdre la moitié de ton trafic en l'espace de 3 mois. Pour des raisons qui sont pas liées à la qualité de ton contenu, mais qui sont liées à l'écosystème et la façon dont tu l'as organisé. Je pense que les médias sont en train de se rendre compte que ils ont une capacité à créer du contenu pour les annonceurs. Et donc, la dynamique autour du brand content est réelle. Je pense qu'il y a des rapprochements qui sont en train de se faire. On a vu la Dépêche du Midi et Combini, par exemple, même si c'est lié, évidemment, à la qualité des relations entre ces deux organisations historiques, et notamment entre la Dépêche et historiquement Geoffrey Larocca, qui a su restructurer un petit peu, avoir une proposition un petit peu nouvelle au fil du temps. Je pense que ça va forcer les médias un petit peu à considérer l'annonceur, considérer la marque, et pas à la voir comme c'est toujours un peu la dichotomie entre les enjeux de la régie, qui doit faire de l'argent avec du contenu et de l'audience, comment on crée l'audience, et puis l'éditeur ou la partie rédaction qui considère que la pub c'est le mal nécessaire, mais c'est sale, sans caricaturer. Et le brand content, il a l'avantage de réconcilier sans doute le média et l'annonceur en étant un peu plus à l'écoute l'un de l'autre. Voilà. Je crois que c'est aussi ce qu'on apporte, sans vouloir repartir sur l'amplification, mais je crois que c'est un petit peu ce qu'on apporte. C'est de montrer à l'annonceur la valeur de la notoriété, la valeur du média. Qu'est-ce qu'il apporte de façon immédiate? Tu vois, c'est l'intérêt de ce qu'on fait. C'est que tu sais tout de suite si ça marche. Et si ça marche, c'est bien grâce à quelqu'un, parce que tu le faisais avant, ça marchait moins bien. Voilà. Bon, voilà. Après, honnêtement, on est. Alors, c'est plus chez Mediat. Ma mission, c'est le rapprochement avec les médias, mais c'est très test and learn en ce moment. Hein, ils testent des choses nouvelles. Il y a des organisations qui sont très agiles et des organisations qui sont beaucoup moins et qui sont en train par la bande, qui sont en train d'essayer d'insuffler cette agilité absolument nécessaire pour qu'un projet prenne pas un an à se mettre en place. Je veux pas citer de nom, hein, mais il y a des annonceurs avec lesquels on travaille depuis un an pour créer un rapprochement qui a priori est sans contrainte pour eux et leur permet de créer du revenu tout de suite. Puis il y a des éditeurs de très grande taille avec lesquels on s'est mis d'accord en 15 jours. Parce qu'ils se sont dit, OK, on y va, zéro risque, on a besoin d'avancer, il y a du revenu potentiel. Voilà. Et en fait, après, c'est des problèmes de culture. Excuse-moi. Ouais. Non, mais tu vois, je vois émerger des solutions comme celle de Synthis, tu sais, avec la réintégration des visuels verticaux, cette boîte, je crois, danoise, qui a réintégré les contenus réseaux sociaux chez les médias. Okay. Je sais pas si, bon, je t'enverrai un exemple, mais ça, c'est le genre d'initiative qui va permettre de se réattribuer des contenus que les médias créent
pour diffuser sur les réseaux sociaux, pour diffuser leur contenu et gagner de la visibilité, et ainsi de suite, et qu'elles vont pouvoir se réapproprier parce que cette boîte a inventé un lecteur qui permet d'avoir cette expérience réseaux sociaux, lecture instantanée, full screen, et donc de proposer de nouveaux formats publicitaires en proposant cette immersion dans l'environnement éditorial à très forte valeur ajoutée. Bon voilà. Après, c'est un monde dans lequel rien ne se dit, mais tout se sait. Je pense qu'on sait à l'heure actuelle pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de réorganisations qui sont en train de se faire. Bon, tu vois, Paris Match racheté par LVMH, forcément pas les mêmes enjeux que Prisma. C'est pas le même éditeur, on va dire entre guillemets, que Prisma ou Reworld ou Clubic, tu vois. La réalité de Clubic est pas celle de Reworld. Bien sûr. Et donc Florent, il est obligé d'avoir une démarche très très spécifique, d'être très axé sur son audience, la qualité de son contenu. Il a une proposition de valeur qui est très 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 claire et il est obligé de travailler là-dessus sans relâche. Bon voilà. Puis bah t'as des groupes qui eux achètent des titres parce que tu vois, donc c'est très 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 différent. Donc j'ai l'impression, tu cites souvent Brut et Combini, donc Combini, DC Company, qui a également d'autres titres médias. D'ailleurs, j'espère les avoir sur le podcast prochainement. Et c'est vrai que quand tu leur parles, pour eux, le focus numéro un, du moins moi ce que j'en ai tiré, c'est vraiment la création de marques très fortes. Et eux, ils sont à fond dans le brand content. Et j'ai l'impression que toi, ça te parle également beaucoup, cette notion de marque média, face aux enjeux justement et aux soucis qu'on peut avoir avec l'acquisition. J'ai l'impression que ces 5 dernières années, les médias se sont vachement concentrés sur l'acquisition d'audience parce qu'effectivement, dans ton kit média, tu dois dire j'ai tant de millions de pages vues par mois pour vendre tes OPS, ton trafic, etc. Et aujourd'hui, on shift un peu plus à se dire bah, finalement, l'acquisition, c'est quand même touchy. Du jour au lendemain, ça peut disparaître. Donc, créons des marques fortes et agiles. Et c'est ça qui va nous permettre de créer des groupes médias qui peuvent vendre de l'espace média, qui peuvent être résilients et finalement moins dépendants de l'acquisition externe de sources d'audience. Alors, en fait, la marque, j'ai envie de te dire, le média, ce qui est intéressant, c'est que DC Company, notamment, parce que je connais plutôt bien Geoffrey Larocca, l'intérêt, c'est qu'il est dans une démarche d'entrepreneur et il développe une entreprise comme s'il était un annonceur. Donc, ce qu'on fait, nous, avec des marques qui cherchent de l'amplification pour faire de la performance, elles ont évidemment des prises de parole de leur côté pour développer leur notoriété. La notoriété, c'est aussi, et pourquoi elles font de l'amplification? Parce qu'elles vont chercher la notoriété et la caution d'un média. C'est pas la caution en mode si c'est un média qu'en parle, c'est que c'est vrai. C'est plutôt faut faire bien attention à ça. C'est que oui, si le média en parle, évidemment, ça passe moins pour un message publicitaire pur d'une marque qui dit mon produit il est génial. C'est mieux si c'est Femme Actuelle qui propose de s'intéresser aux produits de Katz. D'abord, le client est pas complètement débile, donc s'il considère que le produit est pas bon, voilà, ça vendra pas. Et si ça vend, c'est qu'a priori le discours est à la hauteur de la promesse et du produit. Mais c'est la même chose pour un média. Si l'effort n'est concentré que sur l'acquisition de trafic, sur des contenus, quelle que soit la façon dont ils aient été créés d'ailleurs, hein, par des journalistes ou par des rédacteurs ou par de l'intelligence artificielle, bah ça va tenir le temps que tu vas investir sur la création, sur l'audience en question. Si tu investis sur le long terme, sur ta marque et que tu lui donnes une valeur et qu'elle est associée à une promesse, les gens s'en souviennent. Voilà. Donc qu'on lise ou qu'on lise pas Paris Match, qu'on lise ou qu'on lise pas Télé 7 jours, ou Femme Actuelle, ou Capital, on connaît tous Capital. D'accord? On connaît tous Capital. Pourquoi? Parce que depuis des années, il y a un éditeur ou des éditeurs qui ont investi massivement pour en faire une marque de référence. Une marque de référence que les gens
ont, d'un point de vue marketing, top of mind. C'est-à-dire, tu dis Capital, ah oui, je sais. C'est quoi le dernier article de Capital? Je sais pas. Mais Capital, je connais. Et donc, si je te dis Vuitton, tu vas me dire, ah oui, Vuitton. Bon, c'est quand la dernière fois que tu as acheté du Vuitton? Ben, c'est pareil. Tu vois? Et donc, oui, ils ont absolument raison de travailler et faire de l'amplification. Ça veut pas dire dégrader. Tu vois, c'est pas parce que tu associes ta marque à un annonceur que tu dégrades ta marque. C'est faux. C'est tout le contraire. Hein. Pour toutes les raisons, même techniques qu'a expliqué Alfred, quand tu as des centaines de clients, ce qui est notre cas, qui investissent leurs audiences, qui font du reach, d'accord, massivement, des centaines de milliers d'euros tous les mois, et qui offrent de la visibilité aux médias, alors c'est sûr, elles utilisent leur notoriété, bon bah ça profite aussi aux médias. Voilà. Et la démarche de Combini dans ce sens, et la stratégie de Geoffrey Larocca avec DC Compagnie, quand il a racheté le Gorafi, quand il a racheté les éclaireuses, hein, dont il est en train d'en faire, son intention c'est d'en faire un vrai titre, un féminin, à très forte valeur ajoutée, et ainsi de suite, ben, il développe ça comme s'il développait il développe une promesse, une marque média, voilà, au-delà de l'audience. Il veut, si t'as pas une vraie force, t'as pas de préférence de marque. Enfin, tu vois, tout ce que les agences vendent à leurs annonceurs, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. Et il a raison. Super intéressant. En fait, j'ai l'impression que là, donc les médias sont encore une fois. Enfin, je veux pas être vraiment la personne alarmiste, etc. Pas du tout. Il y a des médias qui s'en sortent très bien et on voit qu'effectivement, ils cherchent des solutions. Ils sont en test and learn, comme tu as dit. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les opportunités, si pour les entrepreneurs médias, c'est peut-être de se dire, bah, c'est pas de lancer des médias, mais c'est plutôt de lancer des ad tech, parce que généralement, quand il y a des défis, les ad tech arrivent justement à proposer des solutions. Et vous semblez, je sais pas les chiffres, hein, mais ça semble plutôt bien marcher pour vous. J'ai reçu également une AdTech semaine dernière, Blink, ciblage contextuel visuel. Bah, c'est pareil, ça permet aux éditeurs de faire face à d'autres problématiques, d'autres enjeux. Est-ce que selon vous, finalement, tout le monde veut lancer des médias parce que c'est sympa le monde des médias, mais c'est quand même une grosse galère, faut se le dire. Est-ce que selon vous, il devrait y avoir plus d'entrepreneurs dans la tech ou est-ce que c'est un secteur qui est déjà bien plein, bien bouché, et finalement les opportunités sont pas si Bah, en capitales à fait, aller chercher. ouais. Euh, j'ai un peu l'impression que, enfin, on a sans doute pas fait vraiment le tour. Hein. Il y a sans doute quelqu'un qui va arriver demain, sortir de son chapeau un truc de ouf, et on se dira tous pourquoi on n'a pas eu l'idée. Mhm. C'est sûr, tu vois. Mais la vidéo, enfin, tout ce qui peut constituer une offre vendable ou achetable par un annonceur et qui créerait du revenu pour un ensemble d'acteurs, parce qu'évidemment, hein, t'as toujours, t'as la régie, t'as l'agence, t'as le média, t'as l'intermédiaire, et ainsi de suite. Tu vois, je parlais de Synzis tout à l'heure, que cette société qui a réinventé un petit peu la vidéo intégrée, en se disant, mais en fait, les codes aujourd'hui, c'est plus la vidéo comme on le faisait chez Tids, mais c'est plutôt les réseaux sociaux. Il faut réintégrer ça, que le média puisse se réapproprier ses contenus parce que c'est une question d'expérience. Le problème de l'open web aujourd'hui, c'est une question d'expérience, de lecture. Tu vois, c'est que pour avoir accès aujourd'hui, bah, tu as les PO et ainsi de suite, mais c'est l'expérience de lecture de la plupart des internautes. Comment on consomme aujourd'hui l'information, qu'elle soit politique ou de divertissement, peu importe. Donc sur la tech, bon, il y a peut-être encore des tas de choses à inventer. Si on avait eu l'idée, on serait peut-être en train de t'en parler. Mais bon, celle qu'on a eue déjà me paraît très vertueuse, tu vois. Et franchement, c'est génial de se lever le matin en se disant qu'on fait avancer une promesse comme la nôtre et dans un environnement comme celui-là où on est plutôt porteur de bonnes nouvelles. Bon voilà, il y a son lot de problématiques et de difficultés. Il faut convaincre plein de gens. Mais bon, c'est l'enjeu. S'agissant des médias, il y a tous les jours des gens qui lancent des choses et c'est super, parce que ça fait appel à l'intelligence individuelle ou collective. J'ai l'impression qu'il y a
un secteur qui est en train que j'ai vu éclore pour des tas de raisons beaucoup en Amérique du Nord et un peu moins en France, même s'il y a un certain nombre de plateformes qui sont créées, c'est la newsletter. C'est-à-dire la newsletter adressée à une audience sur une problématique particulière. Tu vois, il y a des boîtes comme Beehive que j'adore, que je trouve vraiment incroyable et qui aujourd'hui a fait exploser le business des newsletters aux États-Unis et qui sont une newsletter, c'est un média à part entière, avec une audience à part entière, avec une proposition de valeur à part entière, et qui peut être très très rémunératrice. Donc, est-ce que créer un média aujourd'hui sur les femmes ou sur le people, c'est intéressant? Va falloir se lever tôt et avoir de sacrés moyens. Tu vois? C'est plutôt ça. Quelle ambition tu as? Mais t'es quelqu'un qui maîtrise un sujet, t'as envie de le partager avec des gens et engager une communauté. Là, pour le coup, la tech, elle est tellement avancée que tu peux lancer un truc demain sans rien comprendre à la technologie. T'as plus besoin, voilà. Point. Mais sur la newsletter, est-ce que tu trouves que les annonceurs sont assez matures sur le marché français pour être prêts justement à sponsoriser des newsletters comme on le voit aux US? Parce que c'est ça l'enjeu en fait. Tu peux avoir une audience très ciblée dans ta base mail de femmes intéressées par la cuisine entre 40 et 65 ans. Donc Ouais. tu vas voir tes Non. annonceurs et tu leur dis. Mais derrière, est-ce que les annonceurs sont prêts à mettre du budget sur de la news? Oui. Alors, en fait, c'est plus le problème, c'est pas l'annonceur. L'annonceur, si tu lui fais une proposition intéressante, cohérente, il va la regarder et puis potentiellement il va investir. Pourquoi BI va exploser aux États-Unis? Parce que outre l'outil de gestion d'opérations et d'envoi de ta newsletter, ils ont créé leur ad network. Donc là, ils se sont dit, si on laisse chacun de nos clients éditeurs de newsletter aller voir Shopify, bon, Shopify il les regardera pas. En revanche, si nous, on arrive avec 10 000 clients et en disant à Shopify, on a un potentiel de reach de watts centaines de millions d'abonnés aux newsletters ultra spécialisés, est-ce que ça t'intéresse? Bon, bah voilà. Et ils ont créé leur ad network. T'es un annonceur, tu choisis ton audience, automatiquement, tu vas recevoir une proposition pour annoncer, et ainsi de suite. Enfin, voilà, c'est extraordinaire. Tant que ça n'existe pas en France, ça marche pas. J'étais pas au courant de ce dernier développement de Beehive, effectivement, super intéressant. J'étais pas au courant de l'aspect. Ouais. Non, mais la recette de Beehive, le ad network, il existe depuis plus d'1 an. Et en fait, ce qui fait la force du ad network, enfin de Beehive, c'est son outil où ils disent, mais en fait, éditer une newsletter, ça serait comme rédiger un Word. T'as pas besoin d'être un scientifique et on doit te permettre de y mettre de la pub entre 3 paragraphes automatiquement. Et toi, t'es un spécialiste de l'IA, t'es pas un vendeur de pub. Et si tu vas voir 366, qui est la régie de la PQR, bah en fait, ils vont s'intéresser à ce que tu fais. Alors que si tu es regroupé à l'intérieur d'un network, que toi tu dis mon audience c'est ça, et en plus l'opérateur étant le même, il savait exactement qui est ton audience, bah Shopify va être intéressé, Netflix, ses clients est un client du ad network de Beehive parce qu'ils ont un reach de dingue avec une audience ultra engagée, tu vois, voilà. Super intéressant. Alors on va passer Dans tes idées business, je pense que on n'a pas le temps de le faire, hein, mais je pense que si quelqu'un veut se lancer pour faire un BI français, avant qu'ils arrivent, parce qu'ils ont levé beaucoup d'argent, je suis convaincu qu'il y a un potentiel de ouf. Très clair, très clair. Ça m'intéresse beaucoup d'en parler. Si tu connais des entrepreneurs ou des éditeurs dans le domaine de la newsletter, là j'en ai quelques-uns dans le pipe pour faire des podcasts, mais c'est un milieu effectivement qui est développé, mais qui manque peut-être de gros acteurs sur le marché français. Alors qu'il y a plein de gens qui font des choses intéressantes avec leur newsletter. Donc effectivement, je suis preneur de contact, même si toi, Ouais, tu carrément. as des Carrément, idées, carrément. on pourra échanger. Ouais. Je sais Avec que plaisir. tu dois y aller là, Stéphane. Tu m'avais dit 1h30 max. Non, mais ça va. D'accord. Est-ce qu'on peut passer aux questions de fin? C'est des questions rapides, mais après vous prenez le temps. Bien sûr. Ok, super. Bien sûr.
quel est l'outil ou le service que vous rêvez d'avoir là pour vous faciliter votre job et qui n'existe pas encore? Euh, qui n'existe pas encore. Ah, c'est une bonne question, ça. L'outil qui n'existe pas encore pour nous faciliter le travail. On peut prendre peut-être sur l'aspect, vu que Alfred, tu as également une agence d'achat média à la performance. Est-ce qu'il y a un outil peut-être qui t'aiderait à mieux gérer tes campagnes ou un truc qui vous prend vraiment la tête au quotidien et vous dites, tiens, là, il devrait y avoir une solution, mais il n'y a pas. Ou si tout va bien, hein, c'est pas. Bah, tout va plutôt bien. Après, c'est vrai que nous, on est encore en train de développer des features qui vont permettre de faciliter la gestion des campagnes médias, notamment sur différents aspects sociaux comme la gestion des commentaires, comme ce genre d'éléments-là qui font intervenir des API parce qu'on doit permettre à des annonceurs de gérer des commentaires qui sont sur des pages qui ne sont pas les leurs, etc. Ce genre de choses. Donc il y a des outils qui n'existent pas à ce niveau-là qu'on est en train de développer. On a déjà mis en place un certain nombre de features, mais qui sont encore largement améliorables. Donc là-dessus, il y a des choses à faire qui sont pas vraiment des outils hein, qui existent, donc qu'on est en train de travailler. Très bien. Quelles sont les tendances qui vous stimulent le plus en ce moment sur votre activité? Euh, non, la tendance, sans parler de l'amplification, parce qu'évidemment c'est la tendance qu'on a créée il y a 2 ans et qu'on développe et qui évidemment marche très très bien. Euh, je pense que la tendance. Alors il y a ceux qui le maîtrisent très bien et ceux qui ne le maîtrisent pas, mais ce que je trouve intéressant, et je l'évoquais tout à l'heure, donc je vais faire un peu un redite, mais c'est le travail autour du brand content, pour autant qu'il soit créé dans une dynamique où le média décide que ce rapprochement avec la marque doit être vertueux et pas juste la vente d'un produit pour faire un revenu. C'est ce que je trouve très intéressant dans le brand content. On parlait tout à l'heure de nos interviews BFM diffusées par nos clients sur BFM, avec qui on est partenaire. Le brand content, c'est un petit peu la même chose. Et ce que je trouve intéressant, et ça marche très très fort, quand le média décide de se rapprocher de la marque, de comprendre la marque et de se mettre au service de la marque. Et pas juste de vendre un produit à un annonceur en se disant on va faire tant d'argent, il aura tant d'audience, et après on s'en lave les mains. Voilà. Et ce que je trouve très intéressant dans le renouveau du brand content, parce que c'est pas nouveau, c'est qu'on sent que les médias d'un seul coup se contentent pas de vendre un produit, mais ont compris la nécessité de se mettre au service de la marque. Ça veut pas dire vendre leur âme, ça veut dire mieux intégrer les problématiques de la marque. Voilà. Et ça, je trouve ça intéressant qu'il y ait cette espèce de nouveau souffle. Très bien. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais Parfaitement. voilà. C'est très bien. Bah justement, au contraire, à l'opposé de cette question, qu'est-ce qui vous interroge ou vous inquiète le plus en ce moment dans les évolutions actuelles du monde des médias? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, tiens là, il y a quand même potentiellement des dérives, des dangers ou des menaces? Je suis désolé, hein, j'accapare un petit peu la conversation. Euh, évidemment, non, mais on peut pas mettre de côté l'IA. Et tu vois, on évoquait tout à l'heure et tu parlais de la nécessité pour les médias de créer des marques fortes. Tu vois, au même titre qu'une entreprise crée une marque, elle a besoin d'avoir de la notoriété, de faire du brand awareness pour donner du corps à son discours, pour que ses prises de parole soient crédibles, et ainsi de suite. La démarche pour un média, c'est la même. Ce que nous, on valorise aujourd'hui, c'est la notoriété. On voit que les marques qui ont travaillé la consistance, la crédibilité, la pertinence de leurs propos,
était celle qui marchait le mieux. Et je m'interroge quant à la façon dont les médias vont intégrer l'intelligence artificielle pour les aider à rédiger, à créer du contenu dans des stratégies d'acquisition de trafic, et ainsi de suite. Et voilà, je pense que l'enjeu pour les médias qui me fait poser question, c'est comment tu ne risques pas à un moment d'être tenté de, quand ça va vraiment bien fonctionner, de donner le sentiment que tu crées une tonalité un peu humaine dans ce que tu écris pour donner du corps, de la consistance, engager l'audience, pas globalement mais individuellement. Tu vois, quand toi tu es en face de la page de quelqu'un que quelqu'un écrit, je trouve que l'IA, pour être très actif sur LinkedIn, enfin très lecteur sur LinkedIn, je vois de plus en plus d'articles de leaders d'opinion écrites à la sauce la même que tout le monde. Je trouve que ça devient un peu insipide, tu vois, juste pour créer une sorte d'engagement, pour voilà. Et je suis pas persuadé que ça donne de la pertinence à ta marque. Donc, cette recherche de pertinence et de consistance de ta marque média, si tu veux renforcer ta notoriété et donc en faire une valeur potentiellement créatrice de revenus, je suis très curieux de voir comment les éditeurs vont manier l'intelligence artificielle pour pas vider la marque de sa consistance. Tu vois? J'ai peur qu'au bout d'un moment, quand un journaliste il écrit, que tu sois d'accord ou il soit pas d'accord, il va faire des fautes, il crée, tu vois, il crée un contexte conversationnel, même si t'es pas dans la conversation, qui donne de la consistance, qui donne une humanité, qui en fait quelque chose, qui va créer cette préférence de marque, qui va faire que toi, en tant qu'humain, tu vas dire à ce qu'il lui il écrit c'est bien et lui il écrit pour tel titre. Le jour où ça sera que de l'intelligence artificielle, je sais pas si tu n'auras pas vidé ta marque média de sa consistance et de sa pertinence. À suivre, effectivement. Quel est selon vous le futur des médias digitaux? J'ai déjà peut-être une idée de réponse, mais où est-ce que vous voyez les médias là, évoluer sur les prochains mois? Parce que tu le disais tout à l'heure, Stéphane, aujourd'hui c'est impossible de faire une feuille de route à 1 an, 2 ans. Donc dans les prochains mois, là, qu'est-ce que... Enfin, t'as des groupes qui ont 100 millions à la banque. T'as quand même quelques gros groupes en France qui font entre 300 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui sont diversifiés, qui ont les moyens de tester des choses, d'investir. C'est ça l'investissement, c'est prendre le risque que ça marche, mais c'est prendre le risque que ça marche pas non plus. Euh, est-ce que l'open web est mort? Moi, je crois pas. Le papier n'est pas mort, le papier a chuté, mais si tu proposes, tu vois, un Sopress par exemple, il a été capable de créer une expérience de lecture nouvelle. Il a montré que faire des formats longs, c'était possible. Tu vois, qu'il n'y avait pas que le format court. Et je pense que l'enjeu, il est de s'adapter à l'environnement. La dimension hétérogène du média aujourd'hui, sa capacité à être présent dans différents environnements, l'open web, son propre site, son propre environnement, c'est ce que le principe du owned, du earned et ainsi de suite média, bah c'est que en tant que média, tu peux pas être le même partout parce que l'expérience, ton échange avec ton lecteur, je veux pas parler d'audience parce que c'est très global, donc l'individu, bah, tu dois t'adapter à l'environnement. Voilà. Et je pense que ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui sauront bien manier ça. Mais l'open web, pour moi, est pas mort. C'est juste que bon, les tactiques d'acquisition de trafic à outrance, où tu vas vendre cette audience de qualité mesurable ou pas, je pense que c'est un petit peu fini. Peut-être un retour aux sources sur la nécessité de créer du contenu de qualité. Vraiment du contenu de qualité, parce que sinon ton contenu il est disponible partout. Enfin, tu vois, ça c'est partout. Tu veux trouver un sujet. C'est un peu d'ailleurs le problème des contenus derrière les paywalls. C'est globalement si c'est derrière un paywall sur le site A, tu vas le trouver gratuitement sur le site B, à peu près équivalent. Donc ça c'est un vrai enjeu.
Donc il faut vraiment que quand c'est derrière le paywall, ça soit vraiment spécifique. Voilà. Et je les vois, je vois les médias plutôt être obligés oui, de s'adapter un petit peu à tous les environnements. Bon, ce qu'ils font, et puis bon, ils ont après les moyens, mais c'est un peu comme n'importe quelle entreprise, tu vois. C'est comme n'importe quelle entreprise. Si tu as un chef d'entreprise qui sait s'adapter, qui est agile et qui va passer son temps à inventer de nouvelles choses, à tester, test and learn, et puis à un moment il y a un truc qui marche et tu t'en saisis, soit tu es un mauvais chef d'entreprise, puis tu meurs. Hmm. Très clair. Les médias sont des entreprises comme les autres, hein. Enfin, tu vois, pour moi, enfin, pour nous, j'imagine. Mhm. Très clair. Quel est le média ou le groupe média qui vous inspire le plus? Et si vous voulez pas faire de jaloux, vous pouvez aller chercher à l'étranger. Mais vous travaillez quasiment avec tous les médias. Je vous mets dans une situation un peu, une position délicate. Donc, est-ce qu'il y a un média qui vous dit, tiens, là, ils ont capté un truc, ça me plaît beaucoup ce qu'ils font? Alors, moi, j'en ai un, mais bon, c'est pas. J'aime beaucoup. Il y a un groupe aux États-Unis qui s'appelle Axios. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est des gens qui ont un historique d'entrepreneurs extrêmement successful. Ils ont fait plusieurs culbutes financières, ainsi de suite. Mais au-delà de ça, ils ont su, encore une fois, sans rompre avec la substantifique moelle de ce qu'est le média, créer des offres donc commerciales proches des marques. Ils font des choses extrêmement spécialisées. Donc ils ont un réseau newsletter, ainsi de suite, mais des newsletters spécialisés. Ils ont créé de la valeur. Ils ont énormément de journalistes. Ils ont su réinventer le média alors qu'ils venaient des médias un peu traditionnels. Et je trouve que ce sont des expériences extrêmement intéressantes. Alors bon, c'est à l'échelle des États-Unis où tu adresses 350 millions de personnes, ce qui est toujours un peu la complexité en Europe. Hmm. La barrière de la langue, bon, en France, tu adresses 65 millions de personnes, 70 millions de personnes. Dès que tu veux commencer à scaler, ben voilà. Bon, aux États-Unis, tu fais tout de suite, ce qui est un peu notre enjeu d'ailleurs, mais bon, voilà. En France, il y a plein de. Je parlais de Combini, mais tu vois, je trouve que ce que font Combini et Brut, c'est assez parlant. Reworld depuis des années aussi. Faudra voir ce que ça donne. Prisma, évidemment. Enfin, tu vois, tous ces grands groupes, on peut que être plutôt respectueux et admiratif de ce qu'ils ont su développer depuis des années. Bon, voilà. C'est, c'est un milieu extrêmement intéressant, hein, de toute façon. Très intéressant. Alfred, de ton côté, est-ce que tu as un autre groupe média ou un média qui t'inspire particulièrement? C'est vrai que moi je suis plus digital, hein, donc tout ce qui va être brut, combini, c'est vrai que c'est des modèles qui m'ont particulièrement parlé et sur lesquels je suis plus sensible. Après, voilà, c'est très lié plus à de l'expérience professionnelle que de l'expertise marché que Stéphane a davantage. Très bien. Si demain vous devez lancer un média, ça serait quoi? Une newsletter, un média traditionnel sur quel sujet, quelle thématique? Quel est le business média que vous rêveriez de lancer? Ça s'appellerait Moula Media. Ok, je vois. Non, mais je pense que je trouve très intéressant ce que tu fais parce que adresser la problématique de revenus des médias, au-delà du fait que ce soit très circonstancié, qu'évidemment c'est une vraie problématique, et que ce qui est intéressant derrière tous ces sujets, c'est les fameux débats sur la démocratie a besoin de médias indépendants. Euh, alors, on pourra en parler des heures, hein, parce que c'est un sujet qui me Hmm. passionne, mais moi je pense qu'on a besoin de tous les médias, quels, quels que soient leurs propos, leurs penchants, leurs obédiences. Si on veut une vraie démocratie, on doit permettre à n'importe qui de s'exprimer, ou à peu près, à peu près. Euh, voilà, et je trouve que c'est ça. Du coup, il y a tellement d'enjeux euh,
dans la finalité. Tu vois, cette dimension, on a besoin que l'information, quelle qu'elle soit, ait été un petit peu creusée. J'étais fan de Science et Vie quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que je trouvais passionnant ce qu'écrivaient les journalistes de Science et Vie, qui creusaient des sujets qui n'étaient pas des sujets d'actualité forcément, ni politique, ni quoi que ce soit, et que je trouvais euh, extraordinaire de pouvoir découvrir des choses et aller chercher de l'information et m'acculturer. Euh, donc, je pense que l'enjeu de comment les médias gagnent leur vie et comment ils vont survivre, je trouve que c'est assez essentiel. Et en fait, personne n'en parle jusqu'à ce que tu donnes la parole aux gens. On parlait tout à l'heure de The Audiencers, de mes amis de chez Pool. Bah, en fait, tu t'aperçois que c'est des gens qui ne se parlent pas dans un environnement ou qui se parlent assez peu traditionnellement et qui d'un seul coup se mettent à partager leurs meilleures pratiques, tout ce qui est pas ce qui est stratégique et confidentiel, mais ce qui est tactique. Hmm. Voilà. Et ça veut bien dire qu'il y avait un besoin au regard du succès de cet environnement, de leurs médias et de des communautés qu'ils ont créées. Bon, bah, tu t'aperçois que les gens, ils ont besoin de sortir de leur isolement, de leur silo, de comprendre comment ça se passe dans le monde en général. Bon, voilà. Et ouais, je ferais Moula Média. Très bien. Avec le format Axios, qui est un super format d'ailleurs, je le C'est mettrai en ça, description. c'est ça. J'aime beaucoup Ouais, leur bien sûr. format Smart Brief, là. T'as les points essentiels. En 2 minutes, Ouais, tu scrolles le truc, mais t'as une vision vraiment du message du journaliste qui a creusé le sujet. C'est absolument génial. Et Axios, c'est un site il est clean, il est agréable à regarder. Leur newsletter, c'est pareil. Et j'invite tout le monde à s'inscrire effectivement à la newsletter Axios dédiée aux médias, qui est une très très bonne source d'informations ouais. sur ce qui se passe sur le marché aux US. Ah, ils ont plein de verticales. Ils ont ce que faisait, ou enfin ce que fait peut-être d'ailleurs encore les Échos, hein, enfin et pas mal de médias de ce type, un peu spécialisés, c'est-à-dire qu'ils ont des verticales. Le problème, c'est que c'est souvent un petit peu court, puis très, très limité sur des sujets très pointus. Bon. Mm. Donc, faut être vraiment un très, très grand spécialiste. Ils ont cette capacité à vulgariser la newsletter tout en la rendant extrêmement pertinente. Et je pense que ça, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de médias qui se lancent dans, la newsletter est souvent vue dans les médias français et européens comme un élément marketing, un dispositif marketing Ouais. pour communiquer avec sa base de données, tu vois. Mm, mm. Alors que c'est une prise de parole à part entière et qui est créatrice de valeur aussi, Exactement. hein, évidemment. Tu crées de l'engagement, bah, tu peux y associer des marques qui vont trouver intéressant de s'associer à la qualité de tes contenus. Donc voilà. Mais j'ai l'impression, tu l'as vu dans les échanges de The Audiencers, que c'est un sujet qui revient de plus en plus. Comment j'opère de façon la plus seamless possible ma newsletter pour en faire autre chose qu'un outil marketing où on va te vendre de l'abonnement, du machin, mais vraiment un point de contact, un point de contact. Ça fait écho à un prochain épisode que je prépare avec une personne qui propose une solution justement pour gérer de façon très simple pour que les équipes édito des médias puissent envoyer des newsletters et gérer leurs newsletters. Et c'est effectivement un enjeu qu'ils ont, c'est de convaincre un peu les médias à aller plus loin avec leur newsletter, à ne pas simplement dire coucou, on est là, on vous envoie une newsletter et au fait, on a un abonnement, parce que pour l'instant, c'est ce qui marche beaucoup en fait. On est là, on est dans la boîte email, et Euh, donc PS, on a l'abonnement, etc. Donc à force du message publicitaire, un marketing pour les nuls, c'est de c'est l'email vraiment, on est marketing. là. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai que le newsletter, gros potentiel, et surtout sur le B2B à mon avis. Mais c'est vrai que c'est étonnant pourquoi les médias B2B ne se réinventent pas trop en France. J'ai eu différentes discussions là-dessus et j'ai l'impression que c'est tout simplement parce qu'ils n'en ont pas besoin, que ce qu'ils font, ça marche et qu'ils ne vont pas essayer de réinventer un modèle qui marche, que les annonceurs sont peut-être moins friands de nouveautés et moins demandeurs de nouveautés au niveau publicitaire. Mais encore une fois, c'est juste une observation. Je suis vraiment pas expert du B2B, donc je suis curieux d'avoir des retours Mm. des professionnels.
Très bien. Est-ce que pour conclure, est-ce que vous cherchez des partenaires, des contacts? Est-ce que vous avez des recrutements en cours? Quelle est votre actualité là? C'est votre l'opportunité pour passer un message à notre audience. Alors, on n'en recrute pas pour l'instant, parce qu'on est plutôt pas mal staffé et qu'on est en train de préparer la prochaine étape de la vie de l'entreprise, sans rentrer trop dans les détails, mais on va accélérer de façon importante. Donc pas pour l'instant immédiatement. Euh, Tous les médias que ça intéresserait à qui on n'a pas parlé, ils sont pas beaucoup. S'ils veulent nous contacter, évidemment, qu'ils n'hésitent pas, parce qu'on se fait toujours un plaisir d'exposer, de présenter la solution et travailler sur un partenariat. Si des marques nous écoutent et qu'elles veulent tester, welcome, évidemment. Non, écoute, peut-être qu'on pourra te donner quelques news sur la vie de l'entreprise dans 2, 3 mois. Là, on prépare pas mal de choses. Volontiers. Voilà. Ouais, mais carrément avec plaisir. Très bien, super. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. On a largement dépassé le temps. Avec Je suis plaisir. désolé. Ouais, c'est pas grave. Merci Ronan. Ça en valait la peine parce que j'ai Ouais, appris plein de choses et carrément. même on a fait des sorties de piste de l'amplification sociale Ouais, de ouais. Mediads et vous avez vraiment, on peut sentir que vous avez une connaissance qui est, vous avez des synergies entre voilà Stéphane et Alfred, et on comprend pourquoi ça marche, pourquoi le discours est convaincant également pour les médias. Donc super et ouais, ravi d'en savoir plus sur votre entreprise et sur les prochains développements. Surtout, n'hésitez Ouais, pas. bien sûr. Merci Avec beaucoup. grand plaisir. Merci, Avec merci à toi plaisir. de nous avoir accueillis en tout cas. À bientôt. Merci. Merci À beaucoup. bientôt. Salut. À bientôt.